Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, on s'intéresse au RSA sous condition. La Mayenne fait le bilan avec un programme sur mesure pour remettre ses allocataires vers l'emploi. On va en parler dans quelques instants avec Olivier Richefou. Il est le président du conseil départemental de la Mayenne. On fera le point avec lui sur cette opération RSA. Le cercle RH et les petites entreprises face à la crise avec des défaillances de plus en plus nombreuses. On en parlera avec nos experts. Marc Sanchez qui a fait un rapport très détaillé sur cette situation des PME, TPE, secrétaire général du SDI, Frédéric Billon, délégué général de la Fédération de la vente directe, et puis Rudy Jean-Jacques, secrétaire adjoint des chambres de métiers du 93. On fera le point avec eux sur la situation des PME. On terminera notre émission avec 60 852 pertes d'emploi chez les chefs d'entreprise en 2024 pour prolonger notre débat. On en parlera avec Hervé Kermarek, il est président de l'association GSC. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler du RSA. RSA d'ailleurs qui a fait couler un petit peu d'encre ces derniers jours avec les propos du candidat Wauquiez sur le RSA borné dans le temps. Mais ce n'est pas le sujet du moment. On va en parler avec vous, Olivier Richefou. Bonjour, merci d'être là. Je vous en prie, avec plaisir. Président du conseil départemental de la Mayenne. Vous êtes déjà venu sur notre plateau. Oui. Vous avez décidé, vous, président du département, de lancer une expérience RSA, c'est-à-dire de faire un peu autre chose que de simplement verser l'allocation et de se dire, tiens, si on faisait un peu plus, si on les accompagnait et si on vous donnait les moyens de les remettre en emploi. C'était bien ça l'esprit. Oui, parce que nous sommes un département, tout le monde le sait, avec un taux d'emploi extraordinaire, grâce à la dynamique de toutes les entreprises de la Mayenne. C'est vrai. On vient juste de passer pour la première fois à nouveau au-dessus de 5%, à 5,2%, mais nous étions à 4,8% il y a encore quelques mois. Et donc chez nous, la difficulté, ce sont les entreprises qui ont du mal à recruter. Et donc lorsqu'on a un vivier potentiel d'allocataires du RSA qui, pour un certain nombre, ne sont pas très éloignés de l'emploi, il faut mobiliser nos moyens, puisque c'est dans nos missions, pour leur permettre de répondre favorablement aux demandes des entreprises. Voilà l'état d'esprit. Alors, ce qui est intéressant, il y a eu des grands débats sur France Travail, la manière dont on accompagnait France Travail qui accueille les allocataires du RSA, puisqu'ils doivent, depuis janvier, s'inscrire obligatoirement, ce qui n'était pas le cas auparavant. Au bout de 12 mois, quand même, c'est intéressant, votre initiative en Mayenne, 12 mois d'entrée en parcours, 58% des bénéficiaires mayennais sont sortis du RSA, et la moyenne nationale, c'est seulement 40%. Oui. Ça veut dire que quand on se fait rencontrer l'offre et la demande, ça marche. Oui, c'est quand on met les moyens. Et je pense que c'était l'excellente idée de cette expérimentation lancée par France Travail, maintenant généralisée, c'est de mettre des moyens supplémentaires là où ça fait du bien. Et là où ça fait du bien, eh bien, ce sont ceux qui ne sont pas très éloignés de l'emploi. Nous, on a 3 catégories depuis longtemps de bénéficiaires du RSA. Ceux qui sont très éloignés de l'emploi, pour lequel c'est plutôt l'assistante sociale traditionnelle qui s'en occupe. Difficultés sociales. Des freins énormes addiction. À lever, souvent addiction bien évidemment, ou comportement psychologique inadapté, enfin bref. Donc là, très compliqué. Des gens sur lesquels c'est pas la peine, et très franchement, si les inscrire à France Travail, il n'y a pas une grande valeur ajoutée entre nous. Hein. Voilà, je le dis comme je le pense en la circonstance. Ces gens-là, nous, on leur a pas demandé de faire 15 heures. Les fameuses 15 heures fixées dans la loi. C'est impossible de leur demander de faire 15 heures. Ils sont trop éloignés pour ça. Donc nous, on a mis 1h30 par semaine et progressivement, pas à pas. Pas à pas, voilà, par étape. On a ensuite la situation intermédiaire des gens qui ont quelques freins à lever. Là, on leur a demandé 6 heures, au moins minimum, pour tendre vers les 15 heures. Ce sont les situations un peu intermédiaires. Et puis on en a toujours à peu près 30% qui n'ont aucun frein, qui n'ont aucune raison de ne pas être dans l'emploi, surtout quand on a 15 000 emplois à pourvoir dans un département de 300 000 habitants comme le nôtre. Mais ça veut dire que c'est une décision... Et là, on a mis les 15 heures. C'est une décision politique que vous portez, ça veut dire qu'il y a un investissement. Il faut quand même y consacrer du temps et mettre des hommes pour les accompagner. C'est un coût, tout ça. Alors, c'est un coût. On a été accompagné par le gouvernement, qui a mis les moyens. Ça représentait pas loin d'1 million d'euros chez nous dans le département. Donc, avec ça, ça a permis de passer des conventions avec des partenaires, de recruter quelques personnes supplémentaires. Mais la facilité aussi chez nous, c'est qu'on est un département où on a peu d'allocataires de RSA. 3 500 en tout.
Le département du Nord, qui est 10 fois plus peuplé que la Mayenne, en a 90 000. C'est comme si on en avait 9 000 en Mayenne. Donc en ayant 3 500, je ne vais pas dire qu'on connaît par cœur tous les noms, mais voilà, on est en capacité de faire du sur-mesure, et c'est ça qui fait la différence. Mais Olivier Richefou, c'est un bilan, et vous le faites sur ce plateau, et je vous en remercie, mais est-ce que vous dites on continue, on n'arrête pas, et il faut continuer à avoir une politique extrêmement concrète, présente, humaine, parce que c'est la clé de la réussite? Il y a 3 raisons qui nous amènent à continuer à intensifier. D'abord, le caractère humain. Ce qui structure l'individu, c'est le travail. Ce qui structure la vie d'une famille, c'est le travail. Donc c'est une priorité sociétale. Donc ça, c'est important. Deuxième élément, nos entreprises ont besoin pour se développer de collaborateurs. C'est quand même dramatique de ne pas en avoir, alors qu'il y a des allocataires du RSA qui n'ont pas de frein et qui peuvent y être. Et qui souhaitent travailler. Et puis troisième élément, pardonnez-moi, ça m'arrive de raisonner financier, l'État a gelé sa compensation du RSA vis-à-vis des départements. Tout à fait. Et donc, tout allocataire de moins qui ne perçoit pas le RSA, c'est aussi une économie pour le budget du département. Voilà. Donc, pour ces 3 raisons, je crois qu'il faut continuer à s'engager dans cette voie aux côtés de France Travail. Bravo pour cette initiative, Olivier Richefou, parce que c'est important de remettre évidemment ces allocataires vers l'emploi, dans l'emploi. Bien sûr. Parce que l'emploi, c'est ce qui va les remettre sur pied et leur redonner la dignité. Beaucoup de seniors, je ne vous l'ai pas demandé parmi ces... Non. Peu de seniors, c'est plutôt des... Peu de seniors, c'est très varié. Il y a des jeunes, effectivement. Nous, on est assez liés sur les variations à la baisse de l'intérim. Dès qu'il y a un peu de tension, comme c'est le cas en ce moment, c'est l'intérim qui lâche. Et donc, il y a une période d'indemnisation. Et puis après, ils viennent nous voir. Mais là aussi, ils étaient dans l'emploi il y a peu de temps. Donc, en mobilisant les moyens, on arrive, et c'est les chiffres que vous avez rappelés, à les remettre très vite dans l'emploi. Et c'est heureux. Merci Olivier Richefou d'être venu nous rendre visite, président du conseil départemental de la Mayenne, avec un taux de chômage, faut-il le rappeler, qui vient de dépasser la barre des 5, mais qui est largement en dessous du chiffre national, évidemment, qui progresse d'ailleurs de mois en mois. De la même façon. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. On tourne une page, et ça va vous intéresser, Olivier Richefou. Le cercle RH et le débat est consacré aux petites entreprises face à la crise. On parle de défaillances de plus en plus nombreuses. Que faire? Est-ce que le gouvernement en fait assez? On va faire le point avec nos experts. Je les accueille, c'est le cercle RH et c'est le débat de Smart Job. Le cercle RH est notre débat, le débat de Smart Job, pour parler des petites et moyennes entreprises, PME, TPE. Est-ce que c'est une année noire qui se profile avec des défaillances importantes? On va en parler avec nos invités. Puis que doit faire le gouvernement? Parce qu'il y a des mesures très concrètes à prendre pour accompagner ces PME et TPE. On en parle avec nos invités. Ce sont des experts. À ma droite, Marc Sanchez. Bonjour Marc, ravi de vous accueillir. Bonjour Arnaud. Secrétaire général du SDI. J'ai près de moi votre étude, prendre en compte la place des TPE, avec une analyse extrêmement détaillée, chiffrée, avec des courbes. Vous avez travaillé de manière incroyable. Et on voit que la situation est compliquée et le moral est au plus bas, parce que vous l'expliquez très précisément dans votre étude. Frédéric Billon est avec nous. Bonjour Frédéric, délégué général de la Fédération de la vente directe, qui est une fédération à la fois composée de petites structures, de petites entreprises, mais aussi de très grosses entreprises. J'ai eu Thermomix, Verisure et quelques autres, Bouygues, Engie, tout ça rassemblé au sein de cette fédération des entreprises de vente directe. C'est aussi le commerce de proximité, c'est aussi le commerce de centre-ville. Et puis un troisième acteur qui est très important dans ces TPE, PME, Rudy Jean-Jacques, ravi de vous accueillir. Enchanté. Secrétaire adjoint de la Chambre des métiers et de l'artisanat du 93, de la Seine-Saint-Denis, et membre du bureau de la Chambre des métiers. Je ne me suis pas trompé, vous êtes bien membre du bureau. Je suis membre du bureau, mais je ne suis pas le secrétaire adjoint de la Chambre des métiers, mais le vice-président. Vice-président, ça commence très mal. Et vous n'êtes pas artiste, mais un artisan d'art. Je suis un artisan artiste. C'est important qu'on se dise les choses dès le début de l'émission. Marc Sanchez, commençons, si vous le voulez bien, avec vous, parce que vous avez fait une étude extrêmement détaillée. Et puis avec Rudy Jean-Jacques, on parlera de votre événement, ça sera en juin prochain. On parlera de l'artisanat, mais je dirais avec un petit peu des étoiles dans les yeux. Là, on va commencer par quelque chose de plus sombre. Prendre en compte la place des TPE. Vous nous faites un panorama, 66 000 défaillances. Un peu plus de 66 000, 66 400. 440 défaillances, dites-vous. C'est plus important, ça progresse, ça stagne. Qu'est-ce qui se passe ? Alors sur 2024, effectivement, ça fait que progresser. Les tendances sur l'exercice 2025, on ne les a pas encore confirmées, mais elles risquent de ne pas être, on va dire, assez très positives, ou plutôt dans la droite ligne de ce qu'on a connu précédemment. On a des morales de chefs d'entreprise qui sont quasiment au plus bas aujourd'hui, puisqu'on a
peu près 82% de nos adhérents qui nous expliquent aujourd'hui effectivement qu'ils sont désespérés finalement face à la situation et le devenir de leur entreprise. On a eu l'année dernière 166 500 cessations volontaires d'entreprises, c'est-à-dire des entreprises qui effectivement ont des dirigeants qui décident volontairement d'arrêter leur activité, alors même qu'il n'y a pas de raison particulière qui pourrait faire effectivement... Qu'est-ce qui se passe? Ils disent stop, j'en peux plus, quoi. Ras-le-bol. Ouais, c'est ça, il y a le moral qui va plus, je ferme. On a beaucoup de nos adhérents qui contactent notre service juridique et qui nous disent aujourd'hui, voilà, j'aimerais arrêter mon activité, expliquez-moi comment je dois faire. J'ai pas de problématique particulière, mais aujourd'hui, je travaille à peu près 50 heures semaine pour gagner moins d'un SMIC. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, le niveau, on avait fait une étude l'année dernière sur le sujet, on a quand même aujourd'hui un chef d'entreprise, alors de très petite entreprise ou de micro-entreprise. Sans salarié ou avec un sur salarié. 2 qui gagnent moins d'un SMIC pour 50 heures semaine. Donc effectivement, on est dans une situation aujourd'hui qui dure depuis déjà presque 1 an et demi. Mais qui va s'aggraver, vous pensez, en 2025? Ah oui, 2024, c'était déjà une année noire. Alors 2025, on espère que ça va être un petit peu plus positif, mais dans le contexte notamment politique qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire on a des constats effectivement économiques qui sont tous dramatiques, mais par contre, politiquement parlant, à part une loi SVE sur la simplification administrative qui est actuellement en vote aujourd'hui, mais qui n'apportera à mon sens pas grand-chose de concret au niveau des attentes de nos dirigeants, et un projet de loi de finances 2026 par lequel il va bien falloir passer, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même gagner 40 milliards d'euros, on nous a annoncé sur le prochain budget de l'État. Ça risque d'être compliqué. Je vous donne la parole, Frédéric Billon, délégué général de cette fédération peu connue mais très puissante. Vous en êtes où, vous? Est-ce que vous rejoignez l'analyse un peu sombre de ces défaillances, de PME qui disent « moi je mets la clé sous la porte, j'ai aucune raison valable mais j'en peux plus ». Est-ce que vous avez à peu près cette même couleur? Alors, d'un point de vue global et au-delà de la fédération, je partage complètement le constat de M. Sanchez. Il n'y a aucun doute là-dessus. Après, pour les entreprises de la vente directe, je vais dire qu'elles s'en sortent un petit peu mieux que le constat. Le commerce s'en tire pas si mal. Alors, le commerce en vente directe, le commerce de boutique, je ne parlerai pas pour eux, mais je sais que c'est un peu tendu. Nous, on s'en sort un petit peu mieux. Attention, il faut relativiser énormément ce que je suis en train de dire, parce qu'en fonction des secteurs et des produits qui sont distribués, vous avez des très belles croissances, mais vous avez aussi des sociétés qui sont en difficulté et qui rejoignent d'ailleurs le commerce traditionnel qui est lui-même souvent en difficulté. On va s'intéresser avec vous, évidemment, Rudy Jean-Jacques, mais juste d'un mot, Frédéric Billon, c'est quoi? C'est le pouvoir d'achat qui ne suit pas? C'est-à-dire que les Français qui aujourd'hui peinent en termes de pouvoir d'achat ne consomment pas autant qu'ils devraient? Enfin, comment vous l'expliquez? Parce qu'on parle d'une année noire, mais ça vient d'où? Oui, alors je pense que c'est multifactoriel. Monsieur Sanchez parlait de la situation politique. Je pense qu'il ne faut pas l'écarter du tout. Il y a une situation économique comme effectivement avec l'inflation qui pose problème, mais plus globalement, attention, moi je constate aussi qu'on a un certain nombre de contraintes qui viennent s'ajouter aux entreprises qui sont en France ou en Europe, mais particulièrement en France, et qu'on est en train de créer une économie à deux vitesses, l'économie de l'import, où finalement c'est assez simple aujourd'hui d'importer en France à peu près tout et n'importe quoi, et beaucoup plus compliqué pour une entreprise qui veut travailler correctement en France et qui fabrique en France, et ou qui a des enjeux des charges, de la TVA. Exactement. Et le coût des salaires. Exactement. On pourrait parler aussi des non-taxes qui sont faites sur les colis qui sont par exemple importés de certaines plateformes asiatiques. C'est tout à fait exact. C'était le débat d'ailleurs avec les droits de douane américains, puisque les produits asiatiques, évidemment, arrivaient en masse. Côté artisanat, parce que j'ai quand même le sentiment... Alors, d'abord, rappelons que le 12 juin 2025, la Chambre des métiers d'Île-de-France célèbre ses 100 ans. Oui, ça veut dire que vous avez une existence d'un siècle avec des artisans flamboyants, et ça va être aussi l'occasion de montrer que c'est un métier et des métiers absolument incroyables. Est-ce que la situation est compliquée aussi côté artisanat? Vous qui êtes vice-président. Moi, je rejoins parfaitement ce qui a été dit, parce que je ne suis pas simplement le vice-président de la Chambre des métiers, mais aussi juge consulaire. Et il est évident qu'au niveau du tribunal de commerce, on voit l'augmentation non seulement des contentieux, mais des litiges en collectivité, et c'est un point crucial. Alors, nous, cette année, nous fêtons nos 100 ans, ça démontre quand même notre capacité
à surmonter toutes ces difficultés que l'on connaît au quotidien, mais plus encore aujourd'hui. Et de nombreux facteurs, parmi ceux-ci, d'autres ont été évoqués, mais le constat est le même. Mais Rudy Jean-Jacques, un mot quand même, on parle de produits asiatiques, il y a quand même un gros avantage dans l'artisanat, c'est que quand j'ai besoin de mon plombier, je ne peux pas le délocaliser. Quand j'ai besoin d'un artisan qui va me faire une chose précise, on ne peut pas délocaliser vos métiers. C'est très compliqué. Bien évidemment, c'est très compliqué. On a parlé du plombier polonais, mais c'est il y a longtemps. Là aussi, c'est la raison de toute la légitimité de l'action qui est menée par la Chambre des métiers. Mais comme il faut le savoir, notre secteur d'activité est quand même relativement large. Très large. Donc il y a commerçants et artisans, et les commerçants sont impactés de fait. Ça, c'est aussi indéniable. Donc vous, en tant que juge, vous voyez très concrètement la réalité des entrepreneurs qui, globalement... Les procédures collectives ont bondi de plus 14% sur la fin de l'année 2024. Donc vous dites tous les trois la même chose, il nous reste peu de temps. Vous avez des propositions concrètes avec l'impact d'une franchise en base de TVA, et vous faites des propositions. Qu'est-ce que doit faire le gouvernement? Est-ce que vous avez l'impression que le ministre de l'économie a bien entendu la souffrance, je veux dire, des PME, TPE? Je ne parle pas des grands groupes qui, globalement, ont une trésorerie qui les font tenir et ils sont plus résilients, mais les petites boîtes, qu'est-ce que vous leur demandez au gouvernement? Ça fait des années qu'ils nous entendent. Ça ne veut pas dire qu'ils nous écoutent. Enfin, ça fait des années que vous leur parlez. Oui, c'est plutôt ça. Être entendu, on a entendu. Ouais. Être écouté, c'est plus compliqué. Non, ce qui est nécessaire aujourd'hui, on nous informe que, globalement, on est dans une situation au niveau du budget de l'État où on doit, grosso modo, à peu près retrouver entre 40 et 50 milliards d'euros d'ici à 2027, chaque année. En nous expliquant globalement qu'on ne va pas augmenter les impôts des entreprises, qu'on va effectivement pas trop réduire les dépenses de l'État, voire même les cantonner à une augmentation liée à la croissance. Donc on ne baisse pas en fait, on continue à augmenter. Donc c'est et qu'à insoluble. partir de là, non mais c'est de la magie en fait. Au bout d'un moment, quand on a eu la conférence sur les finances publiques avec Éric Bompard et qui nous explique ça, nous notre inquiétude c'est quand il va falloir trouver les 40 ou les 50 milliards d'euros, ça va passer nécessairement par nous. C'est-à-dire que globalement, il y aura directement ou indirectement une augmentation de la fiscalisation de nos entreprises. Ce qu'il faut aujourd'hui, très clairement, c'est qu'il y ait une vraie remise en question sur le fond de la productivité de notre pays, du coût du travail dans notre pays aujourd'hui. Dans l'enquête que vous citiez précédemment, on a posé la question à nos adhérents de savoir s'ils étaient en capacité d'augmenter le volume horaire de leurs salariés, c'est-à-dire sortir du carcan des 35 heures notamment. Une majorité d'entre eux nous a expliqué effectivement ils étaient prêts aujourd'hui à la fois pour pallier des problématiques de recrutement et des problématiques de productivité, à payer plus leurs salariés et donc à partir de là, effectivement, à créer de la croissance. Côté fédération vente directe, qu'est-ce que vous proposez? Parce que chaque fédération, les artisans, la SDI et vous êtes tous en train de plancher, en train de vous dire il faut maintenant qu'on bouge, il faut faire des propositions, il faut aiguillonner. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Oui, alors il y a plusieurs choses. Je pense que un des gros problèmes, je vais évidemment parler du commerce, même si je comprends que l'artisanat s'en sort un petit peu mieux, mais il faut faire attention parce que les artisans consomment et sont liés au commerce, donc il faut quand même faire attention à ça. Moi, ce que je dis simplement, c'est que on nous renvoie souvent l'obligation de réduire ou de consommer plus intelligemment. Or, dans le même temps, on ne favorise absolument pas une consommation locale, de proximité, en relation avec des conseillers ou des commerçants de proximité. Et ça, c'est un problème parce qu'à partir du moment où on ne donne pas à nos commerçants les moyens psychologique, économique, de travailler dans les meilleures conditions possibles. Alors c'est très très difficile d'être en concurrence avec notamment les produits d'import. Rien que par le prix, tout simplement. Rien que par le prix, absolument. Et j'entends parfois des campagnes de sensibilisation des consommateurs en stigmatisant un peu le consommateur, en lui expliquant par A plus B qu'il doit absolument consommer français, consommer local. Mais sauf que tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir... J'allais vous le dire. Encore faut-il qu'il en ait les moyens. Et puis je trouve ça un peu dommage qu'on soit arrivé à être obligé de responsabiliser le consommateur avant de donner les moyens aux entreprises locales d'être compétitives. Évidemment. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème. Plus on va rajouter de contraintes administratives, parce qu'on parlait de la fatigue psychologique des dirigeants. Et je sais que c'est un sujet qui est rebattu. Mais on passe un temps infini quand on est chef d'entreprise dans l'administratif pur, à ne rien produire. Et ça, c'est le cas des artisans aussi. C'est 3% du chiffre d'affaires. Rudy Jean-Jacques. C'est un fait indéniable. Je voulais soulever un point qui a été évoqué et qui me paraît très important. Au sein de la Chambre des métiers d'Île-de-France, nous avons créé un fonds de solidarité pour accompagner les artisans en difficulté à hauteur de 200 000 €. Et je rejoins tout à fait ce qui a été dit par M. Sanchez. Aujourd'hui, les artisans
viennent nous voir, non pas pour qu'on puisse les aider à monter le dossier pour voir comment fermer la boîte ? Mais tout à fait, c'est catastrophique. Mais cependant, nous sommes établissement public. Notre leitmotiv, c'est d'accompagner, de promouvoir et de transmettre. Ouais. Donc, malgré toutes ces difficultés... Vous êtes comme les médecins, hein, vous ne prenez pas la fin de vie, vous prenez plutôt le soin. C'est notre engagement. Bien sûr. Donc, malgré la baisse de nos dotations, nous allons continuer ce travail. Ce n'est pas un combat, c'est un travail. Nous nous sommes engagés pour cela. C'est 200 000 €, pas pour fermer l'entreprise, mais pour accompagner l'entreprise à traverser la crise. Alors, l'idée, c'est un fonds global. Chaque artisan en grosse difficulté perçoit sur dossier une aide directe de 3 000 €, mais il nous appelle en nous disant « Aidez-moi à faire une entreprise, parce que je n'en peux plus. » Les secteurs les plus touchés chez vous, côté chambre de l'artisanat, c'est quoi ? C'est le service. C'est le service. Là, vous rejoignez assez directement la Fédération des ventes directes. Directement. Vous rejoignez cette analyse. Les métiers de l'automobile, la restauration et le bâtiment. Forcément, en ce moment. L'immobilier a subi une crise majeure. Quelle serait, et juste d'un mot, parce que malheureusement, et je m'en excuse, il reste peu de temps, mais une mesure concrète qui permettrait à votre réseau, parce qu'en fait les réseaux s'entrecroisent, qui permettrait de se dire, allez, je continue, je ne ferme pas l'entreprise. Ça serait quoi la mesure principale ? C'est d'avoir une réflexion sur les coûts de productivité, parce que travailler les coûts de productivité, ça permet la croissance dans l'entreprise, ça permet le pouvoir d'achat aussi au niveau du salarié. On baisse les charges ? On baisse les charges, on augmente le temps de travail. Il faut mettre le sujet sur la table. Très clairement. Et ça, vous avez sondé les cœurs auprès de votre réseau. Oui. Vraie simplification administrative. Qui est en cours, puisque vous savez qu'il y a une commission spéciale. Alors tout le monde rit. Ça fait 15 ans. Et ça fait 20 ans, messieurs, qu'on parle de simplifier. Pour vous, la simplification, vous rejoignez ce que disait Frédéric, le temps passé par l'artisan à la paperasse, c'est dingue. C'est catastrophique. Ce qui est votre cas aussi en tant qu'artisan. Oui, tout à fait. Mais ça a été calculé, 3% du chiffre d'affaires par an. 3% du CA. TPE, ouais. Votre mesure, c'est quoi ? Oui, deux choses sur la simplification. Tous les chefs de projet qui vont nous entendre savent une chose. Pour simplifier, c'est extrêmement compliqué. Et donc, il suffit pas. C'est une jolie phrase, ça vous remarquerez. Bien sûr, mais il suffit pas de le vouloir. Il faut se poser sur tous les sujets un par un et réfléchir à comment on simplifie. Et c'est souvent complexe de simplifier, ça c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est la reconnaissance des statuts des TPE, très petites entreprises, vraiment très petites, unipersonnelles ou 2 personnes, et des indépendants dans toutes leurs composantes. Merci messieurs pour ce panorama un peu sombre. Lisez l'étude. On reste positif quand même. Mais bien sûr. Il reste quand même un esprit d'entreprise et d'entreprendre, même si certains sont arrivés un peu à bout de souffle. Lisez l'étude réalisée par le SDI, l'état des lieux dans les TPE, avec une étude extrêmement détaillée, tant sur le moral des chefs d'entreprise que sur les propositions concrètes. Elle est en ligne sur notre site internet. Et c'est en ligne. Allez voir. Merci à vous. Je rappelle que le 12 juin 2025, la Chambre des métiers d'Île-de-France célèbre ses 100 ans. Juste d'un mot, ça se passera où ? Partout ? Ça se passe à la Chambre régionale d'Île-de-France à Paris, rue de Reuilly. Qui est un très bel endroit. Tout à fait. Merci. Et si je peux me permettre, ce n'est que le début des événements, parce que nous allons célébrer tout au long de l'année. C'est comme les commémorations 14-18. Toute l'année, il y aura des événements autour des chambres des métiers et de l'artisanat. Merci Rudy Jean-Jacques, vice-président et non pas secrétaire adjoint de la Chambre des métiers et de l'artisanat et membre du bureau CMA 93. Et vous êtes fondeur d'art. En effet. C'est important de le préciser. Merci à vous, Frédéric Billon, délégué général de la Fédération de la vente directe. Ça représente combien d'emplois au total ? On ne l'a pas dit. Alors, directement de la Fédération, c'est 150 000 salariés ou assimilés. On estime le secteur à peu près 690 000 personnes, salariés et indépendants confondus. Merci Frédéric et merci à Marc Sanchez, secrétaire général du SDI, qui est un habitué de notre émission. Merci de nous avoir rendu visite, messieurs. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et on ne va pas être dépaysé parce qu'on va s'intéresser de nouveau dans cette séquence aux défaillances d'entreprises. On en parle tout de suite. Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission. Alors c'est un peu une couleur un peu sombre aujourd'hui parce qu'on parle beaucoup de défaillances d'entreprises et on va continuer à en parler avec Hervé Kermarek. Bonjour Hervé. Bonjour. Ravi de vous accueillir, président de l'association GSC. Alors vous êtes chef d'entreprise par ailleurs, vous êtes dans l'immobilier, la promotion immobilière, la construction, secteur d'ailleurs impacté très durement d'ailleurs par la crise économique. GSC, là c'est une étude que vous portez, 852 000 pertes d'emplois chez les chefs d'entreprise en 2024. D'abord, c'est un chef d'entreprise et derrière, c'est une famille. Enfin, je veux dire, ce sont des trames sociaux derrière ça. C'est pas qu'un chiffre.
Oui, alors c'est vrai que l'Observatoire montre un chiffre qui est le pire depuis que cet Observatoire existe. 60 000 chefs d'entreprise qui ont perdu leur emploi. Alors un chef d'entreprise n'a pas d'assurance chômage. Il n'est pas couvert par ce risque-là. Contrairement à ce qu'on avait entendu de la voix de la bouche d'Emmanuel Macron, vous vous souvenez? Bon, donc lorsqu'un dirigeant dépose le bilan, lorsqu'il perd son emploi, il perd tout. Et lorsque sa famille nécessite des frais de scolarité, évidemment des loyers, le dirigeant n'a aucune ressource pour faire face à toutes ces charges-là. Et donc c'est un vrai drame familial. Peut-être d'abord redire, avant d'arriver à ce drame-là, que l'aventure entrepreneuriale, ça reste quand même une très belle aventure. Merci. Une aventure formidable, et qu'il ne faut évidemment pas décourager les dirigeants de se lancer dans cette aventure, mais seulement il y a des risques. Le dépôt de bilan, la perte de l'entreprise est un risque, et il faut impérativement s'assurer contre un risque de perte de son entreprise. Et la GSC, puisque c'est la vocation de la GSC finalement, elle a cette vocation à rendre... le temps de la main, voilà, d'accompagner. À faire en sorte qu'on ait un filet de sécurité. Vous l'avez dit, 60 000 chefs d'entreprise ont perdu leur emploi. C'est 166 par jour. Il peut y avoir des raisons structurelles. Je n'ai pas trouvé mon marché. Mais il peut aussi y avoir des raisons conjoncturelles. Prenons l'exemple, par exemple, des boulangers qui ont vu la facture énergétique très fortement flamber. Ce n'est pas parce qu'ils ne faisaient pas du bon pain, tout simplement parce qu'ils n'étaient plus capables de payer leurs charges. Et donc, si vous n'avez pas cette capacité à vous assurer contre une perte d'emploi et d'assurer un revenu minimum pendant les 12 prochains mois de l'arrêt de votre entreprise, alors vous n'avez pas capacité à rebondir. Et ce que l'on dit aux dirigeants, c'est que ce risque existe. Ce n'est pas une fatalité, mais il existe. Ça fait partie finalement des règles du jeu quand on monte une entreprise. Voilà, donc il faut s'assurer. Ça coûte 87 € par mois, pour être un peu plus précis, pour redonner les chiffres, parce qu'on peut se dire, mais finalement ça coûte peut-être extrêmement cher. Non, 87 € par mois pour vous garantir un revenu de 2 000 € par mois pendant 12 mois, ça vous laisse suffisamment le temps de rebondir et de travailler un nouveau projet professionnel. Donc rejoignez GSC, cotisez, puisque c'est de ça dont vous nous parlez, parce qu'il y a une forme de solidarité qui s'installe à travers la structure. Allez voir l'Observatoire, parce que chaque année, et régulièrement d'ailleurs tous les ans, vous venez sur notre plateau nous présenter l'Observatoire de l'emploi des entrepreneurs, et qui vient quand même faire écho à l'émission précédente et notre débat, puisqu'on voit quand même qu'il y a quand même les entrepreneurs, les artisans, les TPE, qui sont des secteurs impactés, très durement impactés. Est-ce que vous, GSC, on a bien compris l'enjeu de solidarité, est-ce que vous dites qu'il faut que le gouvernement vraiment prenne conscience de la difficulté dans laquelle sont ces entrepreneurs, chefs d'entreprise? Oui. J'ai même envie de dire que c'est pratiquement le seul chiffre, le seul observatoire qui est incontestable. Pardon de le dire ainsi, mais lorsque vous confrontez les chiffres de l'URSSAF, les chiffres de la Direction régionale du travail, lorsque vous confrontez les chiffres de la Banque de France, et finalement, toutes les organisations publiques disent que les chiffres ne sont pas si mauvais que ça. C'est vrai. Et donc, pourtant, ce que vous nous présentez là... Mais oui, pardon de le dire, ils se confortent, entre guillemets, pour dire finalement, vous, les entrepreneurs, votre situation n'est pas si pire, puisque les chiffres ne sont pas mauvais. Il y a toujours évidemment un décalage dans les chiffres qui sont donnés. Et puis, voilà, ce que l'on constate sur le terrain, c'est qu'il y a des entrepreneurs qui ont perdu leur emploi. 60 000, c'est le pire chiffre. Donc, on ne peut pas dire que l'activité économique, finalement, est résiliente. On est en 2024 sur une économie qui a été extrêmement bousculée. Dans la construction, vous avez parlé tout à l'heure de la filière du logement qui est une des filières qui est le plus souffert, le transport et la logistique qui a également souffert. De manière un peu plus surprenante, les métiers de la sécurité qui ont là aussi plus souffert. D'autres secteurs sont mieux sortis, le commerce un peu moins mal. Mais enfin, ça reste quand même une situation qui est compliquée. Allez lire cet observatoire annuel de l'emploi des entrepreneurs, c'est GSC. Inscrivez-vous, cotisez. On vient d'entendre le prix. Ça vous permet d'avoir évidemment un petit garde-fou qui permet de pouvoir parer au plus précis, puis rebondir, évidemment. Étude de l'Observatoire faite avec Altares. Oui. Merci en tout cas d'être venu nous rendre visite, Monsieur le Président. Hervé Kermarek, lui-même chef d'entreprise, qui nous dit quand même continuer à entreprendre, parce que c'est important, et c'est peut-être la plus belle aventure humaine qu'on puisse imaginer. Évidemment. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe qui m'aide à faire cette émission. Merci à Romain aujourd'hui à la réalisation, merci à Thibaut au son, et merci évidemment à l'incontournable Nicolas Juchat. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.